Comment on réagit face à tout ça? Première chose, c'est que ça se passe dans la tête. Déjà, il faut changer sa manière de voir les choses, il faut déconstruire déjà un certain nombre d'idées. La première chose qu'il faut déconstruire, c'est qu'il y a des solutions. Ils vont trouver des solutions. Alors, je vous le dis tout de suite, on peut, je l'ai déjà dit, hein, on peut atténuer le problème un petit peu, on peut adapter un certain nombre de choses dans notre système, mais on va se prendre des ruptures de continuité majeures, et il faut s'y préparer. Nous ne sommes pas prêts. Il faut pouvoir se projeter à la fois dans ce que peuvent être ces ruptures de continuité, dans ce qu'elles sont de plus difficiles, et à la fois dans ce que peut être justement une voie différente, où on se serait organisé collectivement pour construire de la résilience. Et là, et c'est parce qu'on se projette soi-même dans d'autres imaginaires, en se racontant des récits, qu'on va peut-être pouvoir passer à l'action. Alors les récits, attention, ça ne fait pas tout, hein, loin s'en faut, mais c'est une partie de l'équation. Oui, parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Et donc tout dépend de comment on se représente l'avenir. Aujourd'hui, la grande vision de l'avenir qui reste dominante à ce stade, c'est vers l'infini et au-delà. Et puis ensuite, il y a quand même pas mal de... Voilà. Pas mal de gens qui commencent à sentir que c'est pas sûr qu'on aille jusqu'à l'infini. Voilà. Et que peut-être même que prochainement, dans pas trop longtemps, ça pourrait se rétrécir fortement. Et donc il y a un autre type d'imaginaire, avec plein de variations. Ce sont des imaginaires de repli. Ça peut être le repli individualiste, ou en petits groupes. Et ça prend plein de formes. C'est le riche qui s'achète une maison dans une résidence privée hyper sécurisée, ou le mec qui s'achète un bunker, ou ça va être le survivaliste, ou ça va être les gens qui s'organisent dans une espèce de milice locale en disant quand ça va partir en cacahuète, je l'attends avec ma chevrotine, tu vas voir. Ou ça va être même les gars qui font une petite ferme sympa en permaculture. C'est sympa ça, c'est bien ça. Mais ça reste un truc individualiste. Si c'est pas connecté aux autres, si c'est pas une démarche, si c'est pas un mouvement, une dynamique, si c'est pas un réseau qui se crée, si c'est pas tout ça, ça reste. Et ça ne marchera pas. Déjà, ça ne marchera pas pour la société, parce que ça n'entraîne pas la société vers plus de résilience. Et des gens qui sont quelque part, qui pourraient éventuellement, dans certains cas, ce sont très bons, très forts, pourraient construire une forme de résilience, si le reste de la société n'est pas, ils ne le sont pas non plus. Ils le sont que temporairement. Jusqu'à ce qu'il y ait une grosse cata, jusqu'à une cata extérieure qui vient jusqu'à eux, ou une cata chez eux qui ne savent pas gérer, jusqu'à ce que les autres arrivent. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un autre imaginaire à construire, qui est comment on travaille ensemble. Et pas comment on se replie, soit chacun, soit en petits groupes, soit en communauté, nous contre eux. Nous avec eux, ça marche mieux. Et là, je ne vous dis pas ça parce que je préfère, parce que c'est mon choix personnel, parce que quand même, ça serait bien si on s'aimait tous les uns les autres. C'est pas ça. Là, je vous donne simplement mon analyse de quelqu'un qui a beaucoup étudié des systèmes dans l'histoire qui ont fonctionné, qui ont été résilients, et c'est clair. En situation de pénurie, il y a ceux qui s'entraident et les autres. Si on ne s'entraide pas, on se casse la gueule. Alors c'est traître, parce qu'à très court terme, dans le feu de la crise, là, immédiatement à court terme, il y en a certains qui vont peut-être s'en sortir mieux que les autres parce qu'ils vont être très agressifs, parce qu'ils vont accaparer. Et à très très court terme, ces gens-là, peut-être qu'ils vont croire qu'ils s'en sortent mieux que les autres. Et puis ceux qui se sont préparés avec leur bunker, leur machin, ils vont peut-être s'en sortir mieux que les autres. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça ne va pas durer très longtemps. Ils vont créer un monde de merde, ils vont être au centre de ce monde de merde, et ça va être dur pour eux. Ils ne résisteront pas longtemps. Même les riches, ce seront les premiers à être attaqués. Moi, j'ai lu beaucoup de récits de guerre. C'est les maisons qui étaient les plus belles, c'est les gens qui s'étaient le mieux préparés, c'est ceux qui avaient fait des réserves et qui n'avaient pas adopté un profil suffisamment bas, donc ça s'était un peu su, qui ont été les premiers à se faire attaquer. Ça dépend après des conflits. Là, je parle notamment du conflit au Kosovo, il y a eu des choses comme ça. Bon, passons. Donc nous contre eux, ça ne marche pas. Nous avec eux, ça n'existe presque pas, quoi. C'est terrible. Il y a des gens qui commencent à proposer des choses, il y en a un certain nombre, mais c'est pas massif, c'est pas encore un récit dominant. Demain, s'il y a une vraie rupture de continuité massive, les gens ne vont pas nécessairement savoir improviser, de travailler ensemble, collectivement, avec des gens qui ne fréquentent pas, qui ne connaissent pas, chacun dans son clapier, chacun dans sa communauté de pensée, chacun dans sa bulle informationnelle. Cette société fracturée, il faut maintenant briser ses limites, briser ses membranes, il faut aller voir les autres.
Qui dans cette salle, excusez-moi, je pose cette question à chaque fois, je vois pas bien tout, qui n'est pas blanc? Quelqu'un qui n'est pas blanc qui peut lever la main? Mais pourquoi? Pourquoi en maintenant 7 ou 8 ans où je fais des conférences, j'ai dû voir 10 000 personnes, je sais pas, c'est une approximation. Si j'ai vu 30 personnes qui n'étaient pas blanches, c'est le max. C'est un véritable problème. On fait de l'entre-soi. Je ne dis pas qu'on est tous pareils, et on fait quand même de l'entre-soi d'une certaine manière. Donc il faut aller vers les autres. Il faut qu'on fasse des choses avec des gens différents. Et même, pas forcément juste, c'est pas juste la couleur de peau, hein. C'est plein d'autres différences. Des gens qui sont d'un bord idéologique radicalement différent. Il faut apprendre à travailler entre cons. Voilà, il faut aller travailler avec d'autres cons. Les cons unis entre eux. Voilà. Tous pensant que l'autre est un con, mais c'est pas grave, on travaille ensemble quand même. Donc allez voir les gens dont vous savez que ça serait peut-être utile de travailler avec eux, même si vous les aimez pas, si c'est des cons, vous allez les voir et vous leur dites: écoute, tu sais quoi, j'ai de fortes raisons de penser que tu penses que je suis un con. Mais c'est pas grave, j'ai envie quand même de bosser avec toi. Vous allez voir ce que ça crée chez l'autre. Ça fait un truc bizarre dans la tête. Les gens disent: non, je pense pas que t'es un con. Mais si, on peut se le dire. Tu penses certainement que je suis un con. On n'a pas du tout les mêmes idéologies, on n'a pas la même vision du monde, je vois pas pourquoi tu penserais pas que je suis un con. Mais c'est pas grave, t'as le droit. C'est pas grave, on va quand même bosser ensemble. Allez, je fiche, t'es même pas capé. Voilà. Alors, vous utilisez peut-être pas ces mots-là. Vous faites comme vous le sentez. Mais la démarche, celle-là, elle déclenche quelque chose dans la tête des gens, et vous verrez, vous serez les meilleurs amis du monde avec l'autre con. Peut-être. Il faut travailler ensemble avec des gens différents, des gens qu'on ne comprend pas, des gens qui n'ont pas les mêmes référentiels culturels. Si on ne fait pas ça, ça va être chacun dans sa bulle et ça ne marchera pas. Donc c'est un véritable enjeu. Par exemple, les gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui viennent pas pour rien, donc on a tous quelque chose en commun, au moins dans la pensée. Déjà. Les gens qui ne sont pas dans la salle, il faudrait sans doute aller chercher, mais ils ne viennent pas. Enfin, la difficulté, c'est que justement, le fait d'avoir un courant de pensée ou une façon de voir un récit de l'avenir aiguille sur les personnes qu'on rencontre. Bien sûr. Mais il y a la plupart des gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets un minimum, qui ne sont même pas au courant que ça existe, qui ne savent pas qui est Arthur Keller. Bon, aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas qui est Arthur Keller, et qui ne savent pas qu'il y a... Bon, bref. Donc, évidemment, mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est à vous de faire le job. Alors, c'est trop tard, je vous dis ça, a posteriori, ça ne sert plus à rien. Mais c'était à vous d'amener quelqu'un qui ne s'intéressait pas à ces sujets à la conférence. C'était pas à moi de le faire. Je ne peux pas le faire, moi. Voilà. Donc, vous trouvez les moyens. Vous dites: je t'offre une pizzeria, je t'offre un verre, je t'offre je sais pas quoi si tu viens avec moi à la conf. Un deal. Bon, bref, allez, je continue parce que sinon, ça va être trop long, encore plus long. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé et c'est à nous de nous emparer de cet enjeu et de créer des imaginaires différents, inspirants, vecteurs d'espoir, parce qu'il faut de l'espoir pour que les gens bougent, mais s'il vous plaît, enfin des espoirs lucides. Pas miser sur un système qui est moribond, qui va se casser la gueule, pas miser sur la continuité de ce système, pas miser sur des solutions qui sont pas vraiment des solutions, ou qui sont un peu naïves, ou qui sont pas complètes, ou qui... Voilà. Après, c'est pas grave si on fait des choses qui sont pas des solutions absolues qui touchent à tout. C'est pas grave, hein. Il y a des compromis à faire. On peut pas être parfait, on peut pas tout faire. L'important, par contre, c'est de ne pas se leurrer. De ne pas dire: moi, c'est la solution. Non, d'accord? Il y a des tenants, des aboutissants, du négatif, du positif, dans toute chose, il faut être nuancé. Bon, ensuite, au-delà de la sphère des idées, la sphère du faire. Et dans la sphère du faire, la première chose qu'il faut dire, c'est que voilà, on est dans un système qui est massivement destructeur, il faut basculer vers un système régénératif. Et ça, c'est un changement de paradigme assez important. Pour déjà passer dans un système régénératif, il y a une première chose à faire. C'est résister, remettre en question, à minima, mais aller éventuellement jusqu'à la résistance, contre un système massivement destructeur. Il y a dans ce système des choses qui restent utiles pour nous, mais il y a aussi beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui n'ont strictement aucun intérêt pour personne, si ce n'est peut-être une ou deux personnes qui se font du fric, et qui sont destructrices, et qui des fois touchent des choses qui sont essentielles, vitales pour nous. Ben, il faut dire stop. Stop. Il y a des terres qui sont vendues à quelqu'un qui va artificialiser je ne sais combien d'hectares de terres arables, ou de forêts, ou machin. Non. Ah, mais si, madame. J'ai le contrat, ça m'appartient, je suis du côté de la loi, je fais ce que je veux.
Vous n'êtes pas du côté de Maaloa, moi. Non. Ah bon, je fais venir les forces de l'ordre si vous m'emmerdez. Ben allez-y. Et on bloque. ZAD, ou tout ce que vous voulez. Chacun son truc. Mais il faut bloquer. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut aller saboter. Après, il y a différentes manières de le faire. Ce n'est pas forcément aller mettre des charges explosives. Hein. Il faut saboter les activités les plus destructrices. Il faut arrêter. Il faut dire stop. Ah ouais, mais je risque d'aller en prison. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Vous savez, aparté, qui c'est qui connaît Rick O'Barry, ici, un Irlandais, Rick O'Barry? Qui connaît? Bon, Rick O'Barry, on s'en fout, je vais pas faire le truc, c'est un mec qui sauve des dauphins. C'est un mec qui a compris que pour les delphinariums, on allait faire des trafics de dauphins, il y avait des massacres de dauphins, et on choisissait les plus beaux spécimens, etc. Ils avaient compris que les dauphins étaient dans des situations absolument intenables, qu'ils étaient dépressifs, qu'ils faisaient des ulcères, qu'il fallait leur donner des antidépresseurs, etc. Bon, et donc, il s'est mis en tête de faire évader les dauphins. Donc il a créé une ONG, et puis on l'appelle aux quatre coins du monde. Il semble là, il y a des dauphins qui sont vraiment pas bien, ou qui sont dans un endroit, etc. Il monte une expédition, il les fait sortir, il les remet à la flotte. Et un jour, je regardais une interview de ce gars-là, il y a une journaliste qui lui dit « Monsieur O'Barry, combien de fois vous avez fait de la prison ?» Et il répond « Cette année ?» Ben ouais. Là, le mec, il fait quelques jours de prison, quelques semaines. Il ressort, il recommence. Vous êtes prêts à faire quelques jours? Quelques semaines de prison? Le combat, c'est l'habitabilité de la planète Terre. Donc voilà, il va falloir dire stop à un certain nombre de choses. C'est inéluctable. S'il n'y a pas des gens qui disent stop, ça ne suffira pas. Il y a des scientifiques qui appellent à la rébellion. On est dans un moment de l'histoire où il faut rentrer. J'insiste là-dessus parce qu'en plus je suis en Bretagne, c'est quand même un terrain de gens qui savent lutter. Il y a des moments dans l'histoire où il faut résister. Et là, je ne parle pas de choses graves, d'accord? Voilà, je fais une référence à ces gens que vous devez connaître, j'imagine, ou à celui-là. Il y a des moments dans l'histoire où il faut dire stop. C'est trop grave. L'enjeu est trop fort. Je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on crée? Et c'est ma dernière partie. Parce que là, pour l'instant, c'est non. C'est ce contre quoi on est. Et en parallèle de ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est bien les deux. En parallèle de ça, ce pour quoi on est. Qu'est-ce qu'on propose? Aujourd'hui, si vous écoutez les propositions qui vous sont faites, que ce soit par le GIEC, que ce soit par la grande majorité des gens qui arpentent des estrades ou des scènes comme moi, ça va être la proposition, ça va pouvoir être classé à de très rares exceptions près dans deux catégories. Soit l'atténuation, comment on limite le problème, soit l'adaptation, comment on change notre système pour qu'il soit plus adapté. Aucune de ces personnes n'a prouvé que le système pouvait être changé. Rien ne dit que le système peut être changé. Il peut être modifié à la marge, il peut être aménagé, on peut faire des choses importantes. Attention, il y a une grosse marge de travail. Mais même en exploitant toute la marge disponible, à mon sens, ça ne suffit pas, tant que, de toute façon, nous n'avons pas réussi à réduire, et de surcroît massivement, les flux d'énergie et de matière, et ça, c'est incompatible avec le système, tel qu'il existe. Donc, tant qu'on ne change pas le système, il n'y a pas de solution. Il y a juste des possibilités d'atténuer certains symptômes temporairement. Et 9 fois sur 10, en aggravant d'autres au passage. Donc moi, je vous dis, et si on n'arrivait ni à atténuer suffisamment vite, ni à s'adapter suffisamment vite? C'est quoi le plan B? Le plan B, c'est créer un canot de sauvetage, des canots de sauvetage pour la société. Anticiper sur le fait qu'effectivement, nous allons face à des crises que nous ne saurons pas gérer. Nous ne sommes pas équipés pour gérer. Et savoir comment, du coup, nous, on peut s'auto-organiser entre nous pour gérer. Quand je dis entre nous, c'est pas contre l'État, contre... C'est pas ça, ça peut être avec. L'État, je suis pas sûr, mais au moins les élus locaux, au moins avec des autorités locales. Ça peut être avec plein de gens différents, qui ont des fonctions, et qui sont des acteurs différents des territoires. Ça se joue au niveau territorial.
essentiellement parce que c'est là qu'on a un pouvoir d'action et un pouvoir, vous allez le voir, d'expérimentation, et ça, c'est une des clés majeures de l'avenir. C'est de la résilience territoriale, et ensuite, une fois qu'on a créé des territoires résilients, il est question, enfin une fois, en même temps, en parallèle, il est question de les mettre en réseau. Donc l'important, c'est d'avoir à la fin un réseau de territoires résilients, des territoires qui travaillent les uns avec les autres, qui sont complémentaires, parce qu'on ne peut pas tout faire partout. Donc il y a des là qui font certaines choses, d'autres qui font d'autres choses, donc on est complémentaires, et on est solidaires. On vient à la rescousse de l'autre quand il en a besoin, et peut-être que l'autre fera pareil en retour. On écrit comme ça des réseaux. C'est ça vers quoi il faut tendre, et on n'a pas commencé. Il y a des gens qui travaillent sur la résilience. C'est quoi la résilience? Oh, la résilience, c'est la capacité à résister à un choc. C'est à rebondir en cas de choc. Le choc arrive, d'abord on encaisse, on résiste un peu. Si c'est trop fort, alors à ce moment-là, on s'ajuste, on s'adapte, on passe en mode dégradé. Puis ensuite, on rebondit, on recouvre et on termine à un autre état stable qui n'est pas l'état initial, qui idéalement est un état encore plus résilient parce qu'on a appris de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Voilà. Ça, c'est la théorie. Et la plupart des gens, aujourd'hui, qui utilisent le mot résilience, c'est des résiliences bien spécifiques. Ça va être la résilience climatique, par exemple, face à des aléas climatiques. Ça va être de la cyber-résilience d'un système d'information. Ça va être de la résilience vis-à-vis, je sais pas, la résilience sanitaire. Résilience ce sont des choses très spécifiques, d'accord, vis-à-vis de types de crises bien spécifiques. Et ces crises sont conçues comment? Avant que ce ne soit des crises, c'est d'abord des risques. Puis ensuite, si le risque se matérialise, il y a une crise. Les risques sont conceptualisés comme des événements futurs potentiels. Des événements qui sont limités dans l'espace et dans le temps. Si l'événement se produit, on met en place une gestion de crise. Quel est le but de cette gestion de crise? Revenir à la normale. Voilà l'approche traditionnelle par l'anticipation, prévention des risques et gestion de crise. Et la résilience, c'est pas ça. La résilience, c'est précisément, c'est transformatif, transformationnel, on peut dire. C'est comment on change le système en permanence pour qu'il évolue en permanence. C'est pas maintenir un système, c'est tout le contraire. Et moi, je vous parle d'une forme de résilience bien spécifique vis-à-vis des risques systémiques qui ne sont pas des événements, mais des processus. C'est pas une crise limitée dans l'espace et dans le temps, c'est des grandes dégradations qui sont globalement, même s'il y a des hauts et des bas, qui sont globalement irréversibles. Le climat, on peut atténuer le truc, mais de notre vivant, on ne connaîtra que du pire. La biodiversité, pareil. Les dégradations de la plupart des infrastructures, pareil. Etc. Et donc, moins d'énergie, moins de matière, je vous l'ai dit, avec tout ce que ça va impliquer comme disruption sociétale. Ça, ces grands dérèglements-là, mais il n'y a aucun dispositif de gestion de crise qui est prévu pour gérer ça. Le top du top du top du top en France en matière de gestion de crise, car le joker absolu, c'est le plan Orsec. Organisation des secours. Voilà. Plan Orsec, c'est il y a un ouragan qui est passé, il y a un chapelet de communes qui ont été coupées du reste du monde, c'est inondé, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de bouffe, plus rien. Hop, plan Orsec. Et c'est bon, on gère tout ça, ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis c'est fini. Un plan Orsec n'est pas capable de gérer la fin, la sortie de l'ère du pétrole bon marché. Bon. Alors moi je vous parle d'une forme bien spécifique de résilience, qui est de la résilience collective, la résilience des territoires, qui grosso modo peut être schématisée de la manière suivante: construire ce dont on a besoin pour assurer notre subsistance essentielle, qui fait que si jamais il y a une rupture de continuité majeure, alors nous aurons la possibilité de nous auto-réorganiser collectivement. Collectivement, c'est pas juste nous là, c'est la société, le territoire, collectivement, pour faire face dans la dignité, sans que ce soit le chaos, au lieu de se casser la gueule. Au lieu, c'est ça dont on a besoin. Et ce n'est pas de la résilience climatique ou sanitaire, ou ça marchera si on arrive à la construire, et on sait le faire, enfin, moi je l'enseigne, on arrive à le prendre, c'est face à n'importe quel type de crise. Quelle que soit la nature de la crise, quelle que soit la raison pour laquelle il y a une rupture de continuité, on est capable de s'auto-réorganiser basé à ça. Donc maintenant, c'est la dernière partie de ma présentation. On est, je sais, à l'heure limite théorique. Mais bon, que voulez-vous? Si vous voulez que j'arrête, vous me le dites. Voilà. C'est ça, je dépasse la limite. Bon, voilà, j'essaie de faire
compacté, mais c'est la dernière partie, elle est importante. Donc imaginez maintenant que l'on sorte, comme je viens de vous le dire, de l'ère du pétrole bon marché. Ça va pas se passer d'un seul coup, un vendredi soir à 12h27, hein. Ça va se passer graduellement. Mais est-ce que ça va se passer sur 15 ans? Ou est-ce que ça va se passer sur 6 mois? Ben moi, je ne sais pas. Parce qu'a priori, il n'y a aucun moyen de le savoir. D'accord? C'est à peu près équiprobable, a priori. Les deux sont possibles. 15 ans, on peut encore s'adapter, quoi. Déjà, c'est dur. Et 6 mois, on ne peut pas. Donc il faut être préparé. Donc imaginez, projetez-vous dans cette chose-là où l'ensemble des activités économiques sont plus rentables. Toutes les boîtes font faillite ou presque. À l'exception peut-être évidemment de quelques nababs qui continueront à engranger des profits inédits peut-être. Toute crise étant une opportunité pour certains. Mais pour le reste, voilà, imaginez le chaos, et maintenant, réimaginez. Et réimaginez qu'on ait mis en place un certain nombre de choses en prévision d'une crise de cette nature-là. Imaginez qu'on ait réussi à mettre en place des systèmes de production d'énergie qui, à l'échelle nationale, je dis ça, bon après ça peut mordre sur les autres pays, mais surtout ça peut être aussi régional dès que possible, capable de produire de l'énergie sans dépendre de quoi que ce soit d'autre qui vient de loin. Rien. Pas de combustible fossile qu'on ne sait pas produire. Rien. Pas de matériaux, de minerais qu'on n'a pas sur notre sol. Alors, par contre, ça peut être du cuivre, même si on n'a pas de mine de cuivre en France. Si on l'a et qu'on est capable de le recycler en circuit fermé en France, ça fonctionne. Pas de dispositifs électroniques, de puces électroniques hyper sophistiquées qu'on ne sait pas fabriquer en France. Rien de tout ça. Des choses qui peuvent être fabriquées et maintenues indéfiniment ici, dans un rayon géographique maîtrisable. Voilà ce dont on a besoin. Et forcément, si on développe ça, je suis sûr que c'est possible. Et si on développe, ce ne sera pas le top du top en termes de performance. Et c'est justement ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, il faut changer les cahiers des charges. On ne veut plus le maximum du maximum en termes de performance. On veut une performance acceptable, une fiabilité importante, tout en prenant en compte tous les paramètres dont je vous parle. L'importance de limiter les flux d'énergie de matière, l'importance de respecter les limites planétaires ou régionales d'ailleurs, l'importance de combler le besoin de résilience collective. Allez, au travail, il n'y a plus qu'à. Imaginez qu'on ait développé des offres de mobilité collective, urbaine certes, mais encore plus périurbaine et encore plus rurale, peu émissive et résiliente. Et quand je dis résiliente, et même vis-à-vis d'une rupture d'approvisionnement en combustible fossile, donc non dépendante du pétrole et du gaz qu'on n'a pas chez nous. Donc imaginez qu'on ait ça. Vous devez aujourd'hui, je dis vous, c'est pas, sans doute la plupart des gens ne vont pas se sentir concernés, mais nous devons collectivement trouver une réponse rapide à la question suivante. Comment faire en sorte que n'importe qui puisse vivre correctement, décemment, dignement à la campagne sans avoir à posséder de véhicule? S'il n'y a pas une réponse à cette question dans les prochaines années, pour être gentil, ça va être des émeutes. Pour être gentil. Vous avez chez vous, comme partout, des biomatériaux. Vous avez des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés. Ce que vous avez dans le sol, certaines herbes, certaines argiles, certaines terres, certaines roches, certaines biomasses qui poussent bien chez vous, à vous de voir comment vous pouvez développer à fond ces filières-là pour justement créer des matériaux qui vont servir à tout un tas d'autres choses. Et je sais qu'on se heurte à certains problèmes. Exemple, le grand enjeu de rénovation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, si vous voulez faire un bâtiment public en bois terre-paille, vous vous heurtez à des problèmes parce qu'il y a des normes à respecter, qu'il faut... Vous ne pouvez pas utiliser tel matériau pour faire tel truc, il faut utiliser tel... Je ne sais même plus tel alliage ou tel matériau composite ou... Bon, bref. Donc c'est emmerdant, si vous voulez. Ben, il faut le faire quand même. Voilà, il faut le faire quand même. Et je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on ne va pas venir vous emmerder, et je ne dis pas que peut-être ça ne va pas créer des problèmes, effectivement. Mais tant pis. Il faut le faire. Maintenant, il faut juste le faire. Il y a le solaire. Pardon? Le solaire. Le solaire. Ouais. Oui. C'est-à-dire... C'est une énergie, l'énergie solaire. Oui, après il faut quand même les panneaux. Cela dit, nous avions et nous avons toujours la possibilité d'avoir une industrie photovoltaïque européenne en circuit fermé.
Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir l'industrie de production et de recyclage aussi de panneaux photovoltaïques en Europe. Mais c'est juste que les Chinois étaient moins chers. Donc, c'est uniquement pour ça qu'on a perdu tous les marchés. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus du tout un panneau qui est produit en Europe. Bref, donc, c'est compliqué, vous voyez bien. Tant que le système existe toujours, c'est compliqué d'arriver à maintenir des choses importantes hors de ce système, hors des logiques. Mais bon, il faut essayer. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Attendez. Hein. Et là, juste, il n'y a plus le choix. Donc il faut se démerder et rentrer en résistance si besoin, sous une forme ou sous une autre. Pour ceux qui ne connaissent pas les low-tech, allez vous renseigner là-dessus. Les low-tech, c'est pas juste le four solaire, d'accord? Les low-tech, c'est pas juste le gars qui pédale pour faire tourner le tampon de sa machine à laver. Les low-tech, c'est un véritable et grand enjeu de recherche et développement et d'innovation, qui consiste à essayer de développer des systèmes plus ou moins complexes, qui répondent à des besoins essentiels, à des fonctionnalités essentielles, avec le juste niveau technologique, ni trop, enfin, juste pas trop, quoi. Et qui répond potentiellement, qui a le pouvoir de répondre, le potentiel pour répondre à la fois sur l'impératif de durabilité forte. Tout à l'heure, je vous disais, développement durable, la définition de la durabilité, ça maintenant, on appelle ça la durabilité faible. Et il y a une autre version de la durabilité, qui est née dans les années 90, qui s'appelle la durabilité forte, mais qui n'est absolument pas prise en compte aujourd'hui dans les modèles macroéconomiques. Donc renseignez-vous, si vous voulez, sur durabilité faible et forte. Bon, bref. La véritable durabilité, c'est la durabilité forte. Donc les low-tech sont potentiellement une boîte à outils pour arriver à créer des systèmes qui sont à la fois fortement durables, collectivement résilients, avec une dimension de transformation culturelle, systémique, collective. Ça, vous pouvez retrouver cette infographie et surtout sa légende, parce que ce sera beaucoup plus clair avec la légende, si vous allez sur le Wikipédia, low-tech, elle apparaît dessus. Il va falloir relocaliser un certain nombre d'activités. Même réindustrialiser un certain nombre d'activités. Et là, tout de suite, on touche du doigt le fait que, pour être plus résilient, on n'est pas forcément plus écolo. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je me heurte énormément. Beaucoup de gens considèrent que écologie et résilience, même combat, c'est convergent. Là, c'est faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de non-écolos qui disent « Ah, la résilience, c'est un truc d'écolo ». C'est faux, c'est une question de sécurité globale des territoires. Et peut-être des nations, et peut-être du monde entier. Il y a des écolos qui pensent que écologie et résilience c'est pareil, ou ça attend. On a même des rapports, pourtant des rapports chiadés, hein, des rapports de très grande qualité, mais qui sont pas bons de ce côté-là, qui concluent, ou qui mettent même des fois en titre, je ne citerai personne, que la résilience est un moyen de mener la transition écologique. C'est faux. C'est faux. Ça n'a juste rien à voir. Ce sont deux sujets différents. Alors il faut prendre en compte l'écologie pour créer un système résilient. D'accord? La finalité est très différente. Donc typiquement, je prends souvent l'exemple de la voiture. La voiture écolo, c'est une voiture légère, c'est une voiture qui consomme peu, avec une injection qui est dans le moteur, qui est contrôlée, on va dire. Alors qu'une voiture résiliente, c'est un vieux teuf-teuf diesel qui fonctionne à l'huile de friture, et qui peut être réparé avec une clé à molette. Ça, c'est résilient. Mais c'est une dégueulasserie au niveau écologique. Donc, ça n'a juste rien à voir. Et ça, déjà, il faut le conscientiser. Moi, je vous parle d'une boîte à outils super qui s'appelle low-tech, qui consiste à essayer de créer des systèmes qui sont à la fois durables et résilients. Vous voyez que c'est deux parties différentes. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas conscientisé. Cet enjeu-là n'est pas encore compris. Donc, il y a encore du travail. Participez à faire avancer ce schmilblick-là. Il faut préserver le foncier agricole, je l'ai déjà dit. Des gens qui viennent acheter des terres pour en faire de la merde, c'est fini ça, c'est plus possible. Ou des gens qui laissent en friche alors que ça pourrait être cultivé. Il y a un article du code rural qui permet à un maire de réquisitionner. Bon, c'est pas de la réquisition, c'est pas le droit de réquisition du maire, ça c'est encore autre chose. Et qui permet de moyen de préempter, qui permet en tout cas de récupérer des terres privées qui seraient agricoles mais non utilisées. Il faut évoluer vers, on n'y arrivera jamais à 100%, mais peut-être, mais évoluer vers une autonomie en intrant des activités critiques. Alors tout ce qui est ces activités vitales, et là je vais encore faire un zoom sur l'alimentation, parce que ça concerne à l'évidence tout le monde. J'en ai encore pour 5 minutes, et après j'ai fini. C'est quoi les intrants dont je parle? C'est tout ce dont on dépend pour produire de la bouffe. Pour produire de la bouffe aujourd'hui, on a besoin de quoi? De semences qu'on ne sait plus produire nous-mêmes et qu'on achète 9 fois sur 10 à des grands semenciers. On a besoin d'engrais
peut-être un peu trop, mais qu'on ne sait pas fabriquer, qui demandent beaucoup de gaz. On a besoin de pesticides, il faudrait évidemment se calmer sur les pesticides. On a besoin de pesticides qui sont fabriqués avec du pétrole qu'on ne fabrique pas nous-mêmes. On a besoin de machines, les machines on les fabrique 9 fois sur 10 pas nous-mêmes, elles sont souvent américaines. Ce sont des machines qu'on ne sait plus réparer nous-mêmes. On est hétéronome sur ces machines, on n'est plus autonome. On ne sait plus faire, parce que c'est de l'électronique partout, de l'informatique partout. Donc s'il n'y a pas la bonne pièce qui vient au bon moment de la Chine ou d'Asie ou des États-Unis, s'il n'y a pas le morceau de code informatique pour mettre à jour je ne sais quel logiciel interne, c'est foutu, ça ne marche plus. Donc on est totalement dépendant de ça. On est dépendant évidemment aussi du pétrole, bon marché, etc. On est dépendant pour produire de la bouffe d'infrastructures qui fonctionnent, d'Internet qui fonctionne, du GPS qui fonctionne pour les camions qui livrent du point A au point B, etc. On est dépendant de la PAC. On est dépendant du fait que s'il n'y a pas les subventions européennes, notre système il est totalement en faillite. On est dépendant d'une main-d'œuvre étrangère saisonnière spécialisée à bas coût qui vient chaque année à grand renfort de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Sud, du nord de l'Afrique pour produire pour les Français. Et que se passera-t-il si ces centaines de milliers de personnes qui viennent chaque année produire chez nous pour nous, que se passera-t-il s'ils ne peuvent plus venir parce que le pétrole devient cher ? Alors, la vision qui consiste à dire, et ça je peux vous assurer que c'est la vision de nos dirigeants, la vision qui consiste à dire le risque de pénurie alimentaire est extrêmement faible. La France est un pays riche, la France est un grand pays agricole. Imaginez qu'on pouvait manquer de nourriture en France, c'est une vaste blague. Cette vision-là, largement partagée par toutes nos élites, excusez-moi, mais moi je ne la partage pas. Nous sommes dans un système où la seule chose qu'on peut dire, c'est que tant que tout va bien, tout va bien. On peut développer des pratiques agricoles qui vont vers l'agroécologie. Je ne développe pas ici plus aujourd'hui, mais il est temps effectivement de trouver des manières d'opérer un changement dans les pratiques agricoles, même si c'est compliqué, évidemment. Il y a des verrouillages, il y a des blocages, il y a des manques de compétences, et il y a des gens qui sont surendettés, qui ne savent pas comment s'y faire. On peut les accompagner. On sait faire techniquement. Techniquement, on sait faire. Enfin, certains savent faire, pas tous, parce que ça, on n'apprend pas en lycée agricole. Attention, hein. Donc la compétence existe, le savoir existe. Encore faut-il le partager, et encore faut-il débloquer le poids des lobbies, le poids parfois des affaires, qui des fois jouent dans certains endroits dans le bon sens du terme, mais des fois contre le sens de l'histoire. Bref, tout ça est très compliqué, je ne suis pas en train de vous dire, mais il y a qu'à. Mais en fait, il faut. Voilà. Donc il faut se trouver des manières d'accompagner les gens pour qu'ils convertissent leurs pratiques agricoles, de leur assurer un débouché, un filet de sécurité pendant qu'ils font le transfert, etc. Peut-être que les municipalités ont un rôle à jouer là-dedans. Nous avons ensuite un enjeu, je pense, de végétalisation des villes, mais végétalisation vivrière et inclusive, où les gens produisent ensemble pour apprendre à se connaître, et puis ça les sensibilise à des choses importantes, mais puis ça ne suffira pas à nourrir tout le monde. Le bouclage des cycles, oui, surtout le phosphore. Nous prenons le phosphore dans le sol, on mange les choses, ensuite on va faire caca dans l'eau potable, et ça part à la mer. Il y a une petite partie à certains endroits qui est récupérée dans des bouts d'épuration, et parfois ces bouts d'épuration sont valorisés en intrants agricoles. Mais dans la grande majorité des cas, le phosphore part de la terre, il va à l'océan. Et pourtant, sans phosphore, rien ne pousse. Et les sols, ils ne savent plus le produire, ils ne savent plus assurer le cycle du phosphore. Alors qu'est-ce qu'on fait? On perfuse artificiellement les sols avec des engrais NPK. Il vient d'où ce phosphore? Ah, ben il vient de loin. Et puis la plupart des réserves de phosphore connues, elles sont dans le Maroc, dans le Sahara occidental, au sud du Maroc. On va avoir de gros problèmes, sachant que certains experts, je ne suis pas tous d'accord, certains experts internationaux du phosphore nous racontent que le pic du phosphore au niveau mondial, c'est au mieux dans les années 2040. Donc il faut boucler les cycles, ne serait-ce que les urines. 65% du phosphore, c'est dans les urines. On pourrait équiper tout le monde de toilettes à séparation d'urine, puis ensuite occuper des systèmes de récupération des urines, puis de traitement, puis de revalorisation comme intrant. Et si on développait des circuits courts locaux? Alors souvent les gens s'étonnent que je mette circuits courts locaux. Un circuit court, c'est un nombre d'intermédiaires. Si on achète directement à un néo-zélandais, c'est un circuit court. Donc si on mettait en place des circuits courts locaux, si on mettait en place des économies locales, éventuellement avec des monnaies locales, pour que les gens fonctionnent ensemble et se connaissent et s'approvisionnent au même endroit, voilà, soient solidaires les uns les autres, entre le petit ou le moyen producteur, le distributeur, le transformateur, le restaurateur, le consommateur. Et ça tient même si, du coup, même si le système économique s'effondre, même si dans ce système-là, ils ne sont plus rentables, on a quand même notre petite économie qui fait que ça peut continuer à tourner entre nous. Et on s'entraide comme ça. Extrêmement important.
Il faut des redondances dans le système. Tout ce qui est absolument important pour le fonctionnement du système doit être doublé par autre chose qui peut assurer la même fonction si jamais ça tombe en panne. Et enfin, des stocks collectifs, oui, collectifs, parce que si on dit aux gens, faites des stocks chez vous, comme la plupart des gens ne le feront pas, si un jour il y en a besoin, ben celui qui n'en a pas fait, s'il n'aime pas son voisin et que le voisin en a fait, bon voilà. Donc, c'est pas forcément bien pour la résilience collective. Il faut que des stocks soient faits au niveau collectif, au niveau éventuellement communal, soit gérés par la collectivité, soit par des citoyens, soit par les deux. Des stocks collectifs. Tout ça peut se faire en solidarité et en inclusivité. C'est pas parce que il faut aider son prochain et puis kumbawa, mais c'est juste parce que sinon ça ne marchera pas. Et donc pour vraiment totalement finir, c'est la dernière idée que je veux vous jeter, c'est qu'aujourd'hui, nous aurions bien besoin de cela. De garantir l'accès à l'essentiel pour tous. Les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, les premiers mètres cubes de gaz, les transports en commun, les machins qui sont accessibles à tout le monde à un prix défiant toute concurrence, accessible pour tous, un prix à tarif régulé, largement inférieur au coût de production, qui fait que tout le monde a accès à la base pour survivre. Au-dessus, tu payes, puis tu payes rapidement plus cher, beaucoup plus cher, si tu décides d'arroser ton golf en pleine canicule. Et au final, ça peut s'équilibrer et ne rien coûter. Si c'est bien conçu, ça peut ne rien coûter. Même ça peut peut-être rapporter, va savoir. Et si on fait ça, alors ça change tout. Parce que d'un côté, on a mis en place de la résilience sur la capacité à produire, même en anticipant sur le changement climatique. Et de l'autre côté, on dit aux gens, on va vous assurer la base minimum vitale pour vous et les vôtres, et vos proches, et ça change tout. Parce qu'à partir de là, je ne dis pas que l'obsession de l'emploi ou que l'obsession du pouvoir d'achat disparaît, mais on peut retrouver des marges de manœuvre, et on peut retrouver des marges de négociation, et des marges de changement. Et c'est précisément parce qu'une mesure pareille pourrait tout changer qu'elle ne se produira jamais. Elle ne se produira jamais au niveau de l'État. Je veux dire, imaginons 2 secondes. Moi, demain, je suis président. Je ne peux pas le faire. Impossible de le faire. Je ne vais pas projeter le pays tout entier dans une démarche qui relève de l'expérimentation. Parce que c'est pas, une fois qu'on a dit ce principe, donc il faut encore tester, il faut voir ce qui marche pas, c'est très complexe. Donc il faut essayer plein de choses. Et comment on fait? On ne peut pas faire ça au niveau d'un État. On peut le faire au niveau d'un territoire. Au niveau d'un territoire, on peut expérimenter ce genre de choses avec quelques dizaines, quelques centaines de gens qui sont volontaires pour participer à cette expérimentation. Et évidemment, on a un filet de sécurité pour ces gens. Si jamais ça ne marche pas, si on ne trouve pas tout de suite le bon mode de fonctionnement, il ne faut pas que les gens perdent. Hein, d'accord? Donc il faut assurer un filet de sécurité. Et c'est comme ça qu'on va réussir à tout faire potentiellement. Par des expérimentations territoriales, qui peuvent être, évidemment, ça serait mieux aider, faciliter, enclencher par les élus, mais sinon, vous pouvez le faire jusqu'à un certain point, vous pouvez vous mettre en groupe de citoyens impliqués, peut-être avec également quelques employeurs, quelques patrons du coin, et vous pouvez organiser un truc pareil. Expérimenter. Parce que le monde, il ne changera pas. Le système, il ne changera pas assez vite, pas assez radicalement, c'est pas vrai. J'y crois pas, 3 secondes. Et parce qu'il ne changera pas, on va se prendre des bascules, des points de bascule. Pas celles qu'on aimerait pouvoir enclencher nous-mêmes. Ah, c'est du rêve. Celles qu'on n'aura pas prévues. Mais parce qu'on se sera préparé. Parce qu'on aura testé déjà, façon puzzle, différentes pièces de ce qui pourrait être demain un nouveau système. On aura les briques élémentaires à ce moment-là. Au moment de la bascule, on peut peut-être retomber sur nos pattes et proposer une alternative qui ne soit pas juste n'importe quoi et le chaos. Et à ce moment-là, on aura créé de la résilience, on aura assuré notre capacité à bouffer, même dans un contexte difficile, et on ne sera pas tous à se tirer dans les pattes et aller chasser, pêcher tout ce qui se bouffe et couper tout ce qui se brûle. Et donc, ça change tout. Et donc, il faut le faire. Il faut expérimenter, avec des chantiers notamment, des chantiers coopératifs. On se met ensemble, on essaie d'inviter sur des chantiers différents, des chantiers de cohésion sociale, des chantiers de transition écologique, des chantiers de régénération écologique, des chantiers de résilience territoriale, des chantiers pour tracer des ponts et pour travailler de façon interculturelle. Tout ça extrêmement important. Des chantiers coopératifs, où on trouve des manières de faire venir des gens qui sont très différents. Voilà, donc c'est fini. Tout ça, c'est travailler ensemble, un écosystème entre des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent, proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, qui montrent l'exemple, qui transmettent leur savoir et savoir-faire, j'en fais pas vraiment partie.
Les inspirateurs sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un projet, un réseau, un mouvement. Les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, pas forcément de l'argent, qui peuvent financer, patronner, en capacité. Faire du mécénat de compétences, prêter, donner, ou louer un terrain, du matériel, l'accès à un réseau, que sais-je. Moi, je suis là, et là. Et vous? Quel acteur du changement êtes-vous? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Quel acteur du changement voulez-vous être? Voilà, tout se joue là. Vous pouvez déjà commencer par organiser des conversations autour de vous. Ça ne coûte pas un copec. Et dans ces conversations, vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, sur les enjeux, à la fois ce qui fait peur, mais à la fois ce qui donne du désir ou ce qui donne de l'espoir. Et puis vous posez cette question, que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature, et pourtant vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital? Si vous trouvez une réponse à cette question, vous créerez des espoirs lucides. Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup trop parlé. Nous sommes une croisée des chemins et c'est le déclic au déclin. Je vous remercie.